Sud Radio Auto, essai croisé. Votre nouveau rendez-vous du dimanche dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV. Essai croisé sur Sud Radio Auto. Justement, aujourd'hui, on va vous proposer de découvrir la Toyota Yaris Cross avec nos spécialistes qui sont avec nous. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste automobile indépendant. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile. Et Cédric Fréhour en duplex sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de POA et chroniqueur automobile au journal Les Échos. Cette Toyota Yaris Cross, une chose qui vous a marqué à première vue, Cédric Fréhour, c'est son design. Tiens. Oui, tout à fait. En fait, Toyota, c'est assez rigolo, a toujours un design un peu banal pour plaire au plus grand nombre. Et là, soudainement, ils sont arrivés, alors avec un SUV, qui est le type de carrosserie qui plaît, j'allais dire, au monde entier, à tort ou à raison, et puis avec un SUV en plus qui est bien dessiné, avec des petits yeux ronds, des passages de roues plutôt très mignons, et elle donne envie. Et quand on la regarde, c'est pas uniquement une Toyota qui est fiable, qui va être hybride, mais c'est aussi une Toyota qui est belle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et pour un prix en plus qui est lui aussi plutôt pas mal, puisque l'ensemble démarre à 16 000 €. Et j'ai mon portable qui tombe. Ouais. On a commencé par un petit coup de foudre, en tout cas, pour cet essai croisé. Est-ce que vous confirmez, tiens, Stanislas Laroumet, première impression ? Oui, la ligne, en effet, c'est vrai que je suis d'accord avec Cédric, c'est plus sympa que ce que faisait Toyota il y a quelques années en arrière. En revanche, le prix, c'est plutôt 25 500 € en tarif de base. C'est quand même beaucoup plus cher qu'une Yaris normale. C'est trop cher pour vous sur cette gamme ou pas ? Non, c'est à peu près les prix pratiqués par la concurrence. Mais il faut savoir que cette Yaris Cross n'existe qu'en hybride essence plus électrique. C'est quand même un peu l'image de marque de Toyota, puisque Toyota célèbre cette année, en 2022, ses 25 ans d'hybride. Ah, mais c'était les pionniers de toute façon. Hein. Les pionniers, l'hybride non rechargeable. Il faut bien rappeler aux auditeurs que c'est de l'hybride non rechargeable, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais moi, je vais peut-être acheter une Toyota hybride, mais je ne sais pas comment la recharger. » Eh bien, celle-là en roulant. Ne se recharge pas, c'est quand même le gros avantage. En roulant, exactement. Jean-Christophe Lefebvre. Alors, je suis d'accord sur la petite bouille sympathique de ce petit SUV urbain. Moi aussi, elle m'a beaucoup emballé dès que je l'ai vue, dès que je suis monté à bord. Et puis après, j'ai été de déception. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que la Yaris berline, autant m'avait beaucoup emballé parce qu'elle était pas parfaite, mais enfin, ses prestations sur la route et dynamique étaient excellentes, une très basse consommation. Et le même moteur sur la même plateforme, mais augmenté de 16 cm en longueur, ça devient un petit machin assez gros. Et ben alors, il n'y a plus du tout la même chose. Elle prend 100 kg par rapport à la Yaris. Et donc, normale. du coup, les performances s'en ressentent. Oui, alors on est obligé, oui et non, mais on est surtout obligé de tirer beaucoup plus sur le moteur. Et comme elle n'est pas très bien insonorisée, vraiment, j'ai été déçu par la prestation globale par rapport à ses concurrentes, Peugeot 2008 et par exemple. Donc, coup de foudre, en tout cas, sur la première impression, mais ensuite, quand le rendez-vous, déception progressive. Est-ce que Cédric Fréhour est d'accord ou pas ? Ouais, tout à fait. Je partage exactement ce que Jean-Christophe dit. Il y a 116 chevaux. Et ils sont tous là, mais c'est vrai qu'ils s'époumonnent dès qu'on a besoin d'accélérer un petit peu. Alors en même temps, ça mettra à l'abri des radars. Et puis surtout, comme elle est hybride, on est souvent sous les 4 litres. Et quel que soit l'usage, que ce soit en ville, sur l'autoroute, sur des nationales. Et ça, au fond, ça fait passer justement la pilule de ceux qui se disent moi j'aime bien rouler, et parfois avec un peu d'entrain. Là, elle va un peu moins vite que ce qu'on son gabarit laisserait supposer, mais au moins on consomme pas. Oui. Et pourtant, il n'est pas d'accord, Jean-Christophe Lefebvre. En tout cas, vous avez l'air sceptique. Oui, par rapport aux consommations, la voiture est plus lourde, elle est plus grosse, et elle n'est pas profilée avec un CX extraordinaire. Moi, Cédric, je suis désolé, c'est plutôt 5 litres au 100 l'homologation mixte. Alors, je peux le dire, j'ai fait 5 litres 6 ce matin sur 100 km. Et moi, j'étais plutôt à 6 litres sur autoroute. Donc, en ville, ok, on est peut-être à 5 litres ou à 4 litres 5. Mais dès qu'on sort de la ville, et comme il faut tirer dessus, elle consomme. C'est une urbaine, écoutez. Si on met tout le monde d'accord ou pas ? Ouais, non, une petite précision, nous sur POA, on a le champion de la consommation qui s'appelle Julien Rosburger et qui adore faire des records. Donc peut-être qu'effectivement, j'ai été moi complètement emporté par son enthousiasme et il a réussi effectivement à atteindre 4 litres. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement doux
sur l'accélérateur. Oui. Mais je pense qu'il se rapproche en fait d'une conduite de celle de tout H1K. Nous les essayeurs automobiles, Vous appuyez sur le champignon, vous, quand vous essayez? Non, mais c'est un peu comme les pâtissiers, si vous voulez, qui adorent faire des gâteaux au chocolat, ils en mangent plus que les autres. Bon, nous, on est un peu pareil. C'est vrai. Mais on est toute une génération à avoir passé le permis avec justement un point pour la conduite écologique. Donc après tout, c'est Stanislas Laroumet. Oui, non, alors moi, comme je le disais, j'ai fait 5 litres 6, mais je conduis totalement normalement. Hein, vraiment. On n'était pas en train de vous prendre celui-là. Non, pas du tout. On n'appelait pas la police tout de suite. De toute façon, elle me rattrapera bien un jour ou l'autre. Non, moi, alors la Yaris Cross, j'ai trouvé ça pas mal, en effet, assez séduisant. Il faut savoir quand même que c'est un petit SUV, que Toyota s'est complètement planté quand ils ont sorti l'Urban Cruiser en 2009 pour investir le segment des SUV dits urbains, comme le Renault Captur 2008, etc., et tout, dont on a déjà parlé. Ils se sont complètement plantés, alors qu'ils étaient un peu les pionniers, avec une voiture trop chère. Pour le coup, alors là, je suis complètement d'accord avec Cédric, franchement moche. Et, parce qu'on peut le dire sur Sud Radio, on peut le dire. Et moi, j'ai trouvé cette Yaris Cross plutôt séduisante et surtout un grand coffre. Pas beaucoup de place à l'arrière. Alors, en effet, vous l'avez dit, pas très bien sonorisé, surtout des bruits d'air. Moi, j'ai trouvé à partir de 100 à l'heure, quelques bruits d'air. Après, c'est une hybride non rechargeable avec le système que l'on connaît de chez Toyota depuis très longtemps, qui est accouplé à un variateur. Un variateur, c'est une transmission un peu comme sur une mobilette. Et donc, ça a beaucoup progressé en 25 ans, évidemment, mais il y a toujours cette espèce de sentiment de moteur qui mouline quand on accélère un peu fort. C'est pas très agréable. On sent la petite frustration. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et puis surtout, une Toyota, on sait qu'on l'achète. Et si jamais on veut la garder 30 ans, normalement, s'ils ont bien fait leur boulot, on peut la garder 30 ans sans problème. C'est d'une fiabilité incroyable. Et ça tombe d'autant mieux d'ailleurs que ce sont des pionniers. Donc justement, en général, leur boulot, ils le font bien dans ce domaine. Si je vous écoute en ce moment sur Sud Radio, que j'habite à la campagne ou alors plutôt en ville, que je l'utilise régulièrement ou alors plutôt rarement, comment je sais si cette voiture s'adresse précisément à moi? Quelle est la cible de cette Toyota Yaris Cross? C'est plutôt les urbains, mais enfin, pas seulement. Alors, pour faire beaucoup de routes, je ne suis pas totalement convaincu que ce soit le modèle. J'irais plutôt sur un Captur. Qui plus est, un Captur est mieux fini. La qualité des matériaux dans l'habitacle. Il n'y a pas de plastique dur dans un Captur, enfin ils ne sont pas du tout visibles. Là, on arrive quand même avec une planche de bord qui est moyen, on va dire. C'est des plastiques durs. Et d'autre part, les liaisons au sol, enfin les suspensions, on va parler, on est à Sud Radio, on n'est pas dans une radio technique. Non. Mais l'amortissement, par exemple, est beaucoup, pour moi, pas suffisamment bien réglé et pas suffisamment confortable. C'est dommage parce que malgré tout, elle se conduit assez vivement. Donc elle est plutôt faite pour être en ville, mais à la campagne, oui, en province ou dans les territoires, comme on dit maintenant. À la campagne, Jean-Christophe, tu as bien raison de le souligner, puisque cette voiture existe en 4 roues motrices. Et ça, c'est pas mal dans la catégorie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui existent en 4 roues motrices. C'est peut-être même la seule, enfin en tout cas en Suzuki. De connue, oui, il y a Suzuki. Et ça, combiné hybride, 4 roues motrices et un gabarit aussi réduit, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même très polyvalent. Ça peut être une voiture pour une petite famille, pas seulement urbaine. Alors en effet, sur l'autoroute, c'est vraiment pas son terrain de prédilection. Donc plutôt polyvalent pour Stanislas Laroumet, plutôt urbain pour Jean-Christophe Lefebvre, pour Cédric Fréhour. Ouais, mais moi je rejoins mes confrères. En fait, elle est plutôt grande à l'intérieur et petite à l'extérieur, 4,16 m. On se gare quasiment partout avec un tel gabarit. À condition d'avoir encore des places de parking. Un certain nombre va être supprimé dans les années qui vont suivre dans certaines grandes villes. On va croiser les doigts pour qu'il en reste quand même quelques-unes. Mais globalement, c'est un gabarit idéal justement dans un pays qui se ferme. En tout cas, les centres urbains se ferment à l'automobile. Et puis d'autre part, malgré tout, c'est vrai que même si sur l'autoroute c'est pas son terrain de prédilection, il y a mieux. Elle est vraiment, et là je rejoins Stanislas, elle est vraiment polyvalente. En fait, pour essayer de résumer, ce qui semblerait l'idéal, si on avait le choix et le magasin de jouets ouvert chez Toyota, on lui mettrait le moteur de 180 chevaux de la Corolla hybride, qui consommerait pas davantage, qui aurait justement l'entrain suffisant pour gommer cet aspect un peu, on la force un petit peu pour avancer, et on aurait une voiture parfaite. Absolument parfaite. On lui mettrait peut-être un peu d'insonorisant aussi. Et on la sortirait, elle est à 2 000 € de plus, et vous auriez la Yaris Cross idéale. Je sais pas ce que les autres en pensent. On peut toujours progresser. En tout cas, c'était ce premier essai croisé de la saison dans le Grand Matin Week-end pour Sud Radio Auto avec cette Toyota Yaris Cross. Made in France. Made in France, c'est toujours important de le rappeler. Merci à tous les trois. En tout cas, Stanislas Laroumet, journaliste automobile indépendant, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, et Cédric Fréhour, qu'on entendait à
l'instant, cofondateur de POA et chroniqueur auto au journal Les Échos. Restez avec nous les amis, le Grand Matin Week-end revient dans un instant. Toujours pour Sud Radio Auto, on vous propose les focus de la semaine avec nos invités. On va revenir sur le marché, justement, les chiffres du marché 2021 avec l'électrification qui se poursuit. Vous allez voir, les chiffres sont éloquents. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Auto. Essais croisés. La deuxième séquence d'essais croisés dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio Auto, sur Sud Radio, la radio de l'automobile avec nos partenaires de Mobility TV. On fait le point sur le marché automobile avec le focus sur l'actualité de la semaine. On accueille nos deux invités. Julien Billon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général de 3A Data, spécialiste des données automobiles. Ça va être très utile justement pour pouvoir se pencher sur les chiffres de l'électrification du marché avec vous tout de suite. On va aussi parler du futur qui est déjà aujourd'hui. C'est avec vous. Arnaud Aimé, bonjour à vous. Bonjour. Consultant SIA Partners. On va revenir avec vous dans un instant sur cette actualité. Un partenariat entre Amazon, le géant qu'on ne présente plus, et Stellantis, c'est-à-dire le groupe PSA, ainsi que tous ses nouveaux alliés. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Vous nous l'expliquerez dans un instant. Revenons d'abord sur ces chiffres du marché avec l'électrification qui se poursuit, Julien Billon. Exactement, en fait. L'enjeu réglementation de l'électromobilité joue à plein en 2021, comme en 2020 finalement, mais avec une accentuation en fait sur véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou non, micro-hybridés y compris. On a en 2021 un marché maintenant qui pèse 36% en fait du mix sur les véhicules électromobiles. C'est considérable. C'est énorme. C'est même 42% en fait en décembre, sur le dernier mois de l'année. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que sur le dernier mois de l'année, en fait, l'électromobilité a dépassé l'énergie thermique essence, qui était à 37%. C'est incroyable. Le Donc diesel, ça veut dire que l'essence est minoritaire en France en décembre. En décembre. Mais la tendance est sur les ventes. très forte sur les ventes. Sur les ventes, en tout cas, oui, mais c'est historique. Oui, mais sur le stock, ça se Non, dépend. Si on regarde le marché occasion, c'est très différent, bien sûr. Mais on s'en détourne en tout cas sur les ventes de véhicules neufs, et ça, c'est quand même Comment on peut l'expliquer d'ailleurs? Est-ce que c'est à cause des aides? C'est un aspect réglementaire. Tout simplement. Très clairement, en fait, de toute façon, ça se remarque dans les dynamiques VNVO. VNVO, véhicules neufs, véhicules d'occasion. Tout à fait. Et très clairement, sur le marché neuf, de toute façon, en 2021, un volume tout aussi inédit que celui de 2020, avec des volumes proches en fait du second choc pétrolier, donc 1975-1972. On a un marché en 2021 qui a été faiblement en croissance, puisqu'on est à plus 0,5%, quasi stable. Si on voulait être un peu taquin, on pourrait aussi se dire qu'en 2020, il y a eu des jours de fermeture. Donc si on comparait les jours réellement ouvrés, entre 2020 et 2021, le marché 2021 serait vraiment terriblement en baisse. Et donc, deuxième année consécutive d'un marché VNO plus bas, on a perdu en 2 ans quasiment 1 million de véhicules par rapport à 2019. Covid perlé, pénurie des semi-conducteurs. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est la surface de l'iceberg. C'est ça, c'est la surface. Donc, on est quand même dans une situation difficile malgré tout pour les conducteurs aujourd'hui, en tout cas sur le marché. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Indéniable. En fait, le Covid et pénurie masquent une tendance de fond du marché neuf, avec un véritable choc d'offres, au sens où on parle en général d'un choc d'offres entre l'écart entre l'offre et la demande en volume. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un choc d'offres sur le produit lui-même. On commence à voir quelques tendances divorce est un mot fort, mais néanmoins, on peut quand même se poser la question de savoir si les prix aujourd'hui d'un véhicule neuf sont acceptables pour tout à chacun. On parle de 27 000 € au prix moyen d'un véhicule neuf. Et puis, ça veut dire quoi? La voiture aujourd'hui, on est sur Sud Radio, parlons vrai. La voiture neuve, elle est trop chère, quoi. Concrètement, pour les Français, elle est trop chère. Moi, je sais pas. Ça dépend des gens qui vous entourent, mais bien sûr, vous parlez aux gens qui vous entourent, qui aujourd'hui sort 27 000 € pour s'acheter un véhicule neuf. C'est plus d'un an de salaire pour la majorité des Français. On est bien d'accord. Et à ça, on ajoute la complexité technologique en fait induite des véhicules par les aspects réglementaires et par le sens de l'histoire, qui est la connectivité et l'autonomisation des véhicules. Prix plus complexité, il y a un moment, on va perdre des clients. Ça confirme en tout cas justement les raisons de la ruée vers le véhicule d'occasion, raison pour laquelle aussi sur Sud Radio, vous l'avez entendu hier dans le Grand Matin Week-end, le samedi à 8h17, on réserve un rendez-vous dans Sud Radio Auto justement pour le véhicule d'occasion, Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Arnaud Aimé, c'est difficile, vous le confirmez vous-même, ça se voit dans votre regard. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec mon camarade. Les consommateurs, ils sont d'autant plus impactés d'ailleurs quand ils habitent dans des zones
dans des villes où les ZFE, donc les zones à faible émission, se mettent en place. Par exemple, à Paris, à partir du 1er janvier 2024, il y a tout un ensemble de véhicules qui pourront plus circuler. Et si on veut continuer à circuler dans Paris, eh bien, il faudra avoir un véhicule à faible émission. Donc, et c'est ça qui stimule l'achat de véhicules 100% électriques ou de véhicules hybrides ou véhicules hybrides rechargeables. La réglementation, dont mon camarade parlait tout à l'heure, elle joue dans les deux sens. À la fois, elle met la pression sur les constructeurs pour qu'ils sortent un maximum en proportion de véhicules électrifiés, c'est-à-dire 100% électriques ou bien hybrides, sinon ils payent des amendes. Et puis la réglementation, elle joue aussi directement sur les consommateurs. Vous parliez des aides, ça c'est la carotte, et puis il y a aussi le bâton, les zones à faible émission. Le bâton, c'est celui qui vous empêche de rouler avec le véhicule que vous aviez depuis plusieurs années à l'endroit où vous habitez depuis plusieurs années. On passe maintenant au futur avec vous, Arnaud Aimé, je le rappelle, consultant pour SIA Partners, avec cette actualité qui a fait beaucoup réagir cette semaine, qui est celle d'un partenariat entre le groupe Stellantis et Amazon. Alors on a d'un côté, on va résumer à Peugeot, même si c'est extrêmement résumé, et de l'autre côté, Amazon. C'est quoi le point commun entre les deux ? Le point commun, c'est qu'ils peuvent faire des affaires ensemble. Juste pour rappeler ce qu'est Stellantis, parce que c'est pas une marque connue, c'est pas une marque de véhicule. D'ailleurs, c'est un groupe automobile. C'est Peugeot Citroën, l'ancien PSA, et qui s'est marié avec Fiat Chrysler. Donc il y a Fiat, il y a Chrysler. Il y a plein de marques aux États-Unis aussi. En fait, c'est un groupe franco-italo-américain. Un groupe transatlantique, ce qui explique aussi le partenariat avec Amazon, par ce côté américain. Donc les deux ont à faire des affaires ensemble. Comme on disait à l'instant, les véhicules, ils sont de plus en plus connectés. Pourquoi ils sont connectés ? Parce que certains services, alors on parle de véhicules autonomes, ça c'est demain, après-demain même, mais avant ça, il y a tous les systèmes d'aide à la conduite qui doivent s'appuyer sur une connexion sol-bord, qui s'appuie sur un réseau télécom davantage développé. Ce véhicule connecté, en fait, il crée tout plein de données, d'informations qu'il faut stocker ensuite dans des serveurs. En fait, Amazon, c'est pas seulement un e-commerçant, c'est aussi une entreprise technologique qui met à disposition, qui vend, qui loue à des entreprises des serveurs informatiques. Donc toutes les données récupérées sur le véhicule, elles vont être stockées dans des serveurs Amazon. Alors vous pourriez me demander à quoi elles servent toutes ces données. Elles servent d'abord c'est une question qu'on se pose aussi sur des questions qui ne concernent pas forcément l'automobile par les temps qui courent, vous l'avez remarqué. Ça va bien au-delà, effectivement. Toute l'exploitation des données, typiquement, les données elles peuvent être vendues à des gestionnaires de flotte, quand on parle de véhicules d'entreprise, ou elles peuvent être vendues à d'autres acteurs technologiques qui veulent calculer où sont les bouchons sur les routes. Pour savoir où sont les embouteillages, il faut savoir où sont les voitures. Et donc, il faut récupérer des données sur la localisation des voitures. Donc, ça veut dire qu'on pourra affiner, les experts pourront affiner à la seconde et au mètre près, finalement, l'utilisation des véhicules qui sont vendus. Globalement, on saura où ils sont, ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, c'est ça. Et l'intérêt, donc Amazon fournit sa technologie. Sa technologie, c'est aussi, par exemple, les systèmes de paiement. Or, un Stellantis, tout comme ses concurrents, a de plus en plus besoin de systèmes de paiement parce que historiquement, les constructeurs automobiles, ils vendent des bagnoles et puis une fois qu'ils les ont vendues, ensuite il se passe plus rien. Donc il y a un chiffre d'affaires juste one shot initial. Absolument. Ce que veulent faire les constructeurs automobiles, c'est vendre du service récurrent pour, je sais pas, du Deezer, enfin du streaming de musique, plein d'autres services qu'on consomme en étant dans son véhicule. Voilà. Et c'est un système d'abonnement, donc avec du chiffre d'affaires récurrent pour le constructeur. Encore faut-il avoir un partenariat avec un acteur technologique parce que Stellantis, aussi gros soit-il, n'a pas les moyens de développer toute cette technologie seule. Et n'est pas prêt en tout cas, alors que Amazon pour le coup est le leader incontesté ou l'un des leaders incontestés de ce marché. Est-ce que c'est une première ou est-ce que d'autres constructeurs automobiles ont sauté le pas ? C'est pas une première, tous s'y mettent, parce que tous ont besoin de solutions technologiques, tous ont besoin de vendre du service digital un peu pour faire du chiffre d'affaires récurrent. Par exemple, donc, si je dis service digital récurrent, ça veut dire que si j'ai de l'habitude d'écouter de la musique par exemple dans ma voiture, j'aurai un abonnement grâce au partenaire du constructeur automobile qui m'a fourni ma voiture. Si vous voulez souscrire un abonnement Spotify ou Deezer qui fait du streaming musical, eh bien soit vous l'achetez via votre smartphone et la plateforme d'Apple si vous avez un iPhone, soit vous l'achetez depuis le tableau de bord de votre véhicule quand vous attendez au feu rouge. C'est ça. Et du coup le constructeur devient un distributeur de services digital, donc touche
pourrait toucher une commission là-dessus. Donc il y a aussi Google qui se met avec Renault et Ford, il y a Microsoft avec Volkswagen et General Motors. Donc ça devient vraiment un standard dans l'automobile que ce mariage entre le constructeur et l'acteur techno. Les GAFA et les géants de l'automobile. Merci en tout cas d'être intervenu pour cet éclairage. Arnaud Aimé, je le rappelle, vous êtes consultant SIA Partners. Je remercie également Julien Billon qui était toujours avec nous, directeur général de 3A Data, spécialiste de la donnée automobile. C'est un petit peu le nerf de la guerre d'ailleurs, de demain, de la guerre économique de demain, la donnée automobile. On sera amené à vous retrouver dans Sud Radio Auto.